Vous êtes sans doute familier avec ce genre de Photoshop qui montre l'impact de l'homme sur la nature. Et on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et pourtant, c'est pas si simple. En plus d'être un sujet à la mode, un objectif de campagne électorale, la protection de la nature, c'est aussi un champ de recherche scientifique qu'on appelle biologie de la conservation. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on aurait besoin de science pour protéger la nature. Pas besoin d'un doctorat pour dire que la biodiversité se porterait mieux si on arrêtait de la dézinguer à grands coups de béton et de déforestation. Alors, un des problèmes, c'est que pendant longtemps, on a considéré nature et société humaine comme deux entités complètement séparées. Et pourtant, elles sont si fortement indépendantes qu'on ne peut les considérer l'une sans l'autre. L'homme exploite et modifie les espaces naturels qui fournissent à nos sociétés des ressources alimentaires, matérielles ou récréatives. Alors pour protéger la nature, il faut prendre en compte des considérations biologiques, mais aussi économiques, sociologiques, politiques et même philosophiques. Alors quelle est la place de la science dans tout ça ? Pour tâcher de répondre à cette question, je vous embarque avec moi direction les Philippines. Il y a environ 3 ans, je débarquais sur une des 7000 îles que compte l'archipel pour travailler comme responsable scientifique d'une petite association de conservation marine. L'objectif est de proposer des solutions durables pour protéger les récifs coralliens tout en garantissant une indépendance économique aux populations locales. Me voilà donc débarqué sur l'île de Malapascua, une petite île de 2 km² qui compte pourtant plus de 6000 habitants permanents. Et cette population double facilement avec le tourisme. Alors autant dire que ça pose quelques problèmes en termes de gestion des déchets et des eaux usées. Donc pour mieux comprendre les enjeux de la protection de l'environnement marin, on va aller faire un petit tour sous l'eau. Voilà donc un petit aperçu des trésors dont regorgent les fonds marins de Malapascua. Vous comprendrez aisément pourquoi l'île attire de nombreux visiteurs, notamment liés à la plongée sous-marine. On vient surtout y observer le requin-renard, l'espèce que vous voyez ici, car c'est l'un des seuls endroits au monde où on peut l'observer, car il vit normalement à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ça, ce sont des coraux. C'est la pierre angulaire des écosystèmes de récifs, car ils fournissent aux autres espèces abri et nourriture. Si on a des coraux en bonne santé, on aura des poissons en abondance, ce qui va attirer des prédateurs, dont le fameux requin-renard. Le requin-renard va à son tour attirer les plongeurs, qui vont venir passer leurs vacances sur l'île de Malapascua et faire fonctionner hôtels et restaurants, ce qui va faire tourner l'économie locale. Les poissons représentent également une ressource importante pour les pêcheurs, car ils leur fournissent à la fois nourriture et revenus. Le problème, c'est que les coraux de Malapascua, comme ceux de nombreuses régions du monde, ont été soumis à d'importants impacts. Impacts naturels, comme les typhons, qui sont très fréquents aux Philippines, ou liés aux activités humaines, comme la surpêche, la pêche à la dynamite, qui est encore fréquente dans la région, ou encore la pollution des eaux, le changement climatique. Alors aujourd'hui, une grande majorité des coraux de Malapascua sont détruits ou malades, ce qui a pour effet de faire diminuer la quantité de poissons. Alors c'est bien sûr un problème pour les pêcheurs, problème encore accentué par la surpêche, et ça risque également d'éloigner le requin-renard, ce qui ferait collapser l'ensemble de l'économie liée au tourisme. Alors tout l'enjeu de la conservation va être de restaurer des coraux en bonne santé avec les populations de poissons et de prédateurs qui vont avec. Mais bien sûr, c'est pas si simple. Imaginez, vous êtes un petit pêcheur philippin qui doit faire vivre sa famille et qui n'a pas forcément d'autres options d'activité. Il va falloir pouvoir continuer à pêcher. On ne peut pas tout simplement arrêter toute activité de pêche. De même, le tourisme fait vivre la grande majorité des familles de l'île. Il est donc important de continuer à attirer des visiteurs sur l'île. Alors, que faire en tant que scientifique étrangère pour protéger coraux et biodiversité sans marcher sur les plates-bandes des uns et des autres ? Une des choses les plus importantes que cette expérience m'ait apprise, c'est qu'il n'y a pas de conservation possible sans une concertation de tous les acteurs où chacun va pouvoir faire valoir ses besoins. Les acteurs ici regroupent les pêcheurs locaux, les professionnels du tourisme, mais également les entités gouvernementales, les associations et bien sûr les scientifiques. Alors pour en revenir à notre question initiale, a-t-on besoin de science pour protéger la nature ? La réponse est oui, bien sûr. Car la science va fournir des données et des résultats
qui vont servir de socle pour mettre en place des mesures de conservation efficaces et durables. Par exemple, les suivis écologiques vont informer sur l'état de santé des coraux, sur la biodiversité, sur les stocks de pêche, ce qui va permettre de déterminer quelle zone protéger et comment le faire. Mais bien sûr, la science ne fait pas tout. Il y a également une forte dimension économique à prendre en compte dans la conservation, car elle va provoquer des tensions entre les acteurs dont les intérêts divergent. Il y a également de fortes contraintes administratives et politiques, ainsi que des enjeux culturels et éthiques à prendre en compte. Alors, la protection de la nature, c'est en effet une science, et même plutôt des sciences, mais c'est également un sujet de controverse, qui va donc demander de la patience, de la diplomatie, une bonne communication et bien sûr de la médiation scientifique.